was not a test. Bon, ben on commence. On a tellement d'affaires à se dire. Bienvenue, Christian Page. Merci, ça me fait plaisir de l'invitation. Ben, je suis contente qu'on se rencontre enfin Oui. parce que on a échangé des courriels, puis on est pas mal... Il y en a pas beaucoup au Québec qui font ce qu'on fait. Exact. Puis ben, je suis contente qu'on se rencontre. Comment ça va? Ça va très bien. Je pense que plein de tes auditeurs doivent savoir, s'ils suivent un peu ma carrière de côté, savent que j'ai été très malade au cours des dernières années. Oui. Là, ça va plutôt bien, les bilans sont bons, donc espérons que toute cette période, cet épisode de cancer sera maintenant derrière. Oui, donc, oui. non, ça va bien, puis ça te donne en même temps l'envie de poursuivre. Hein. Souvent, dans le cas des gens qui ont eu des maladies graves, on a une envie de croquer dans la vie. Puis je suis exactement là-dedans. Et je multiplie à la fois les activités télé, podcasts. Je suis ici aujourd'hui, je suis en train d'écrire un autre ouvrage. Donc, ça va bien, puis je me sens très vivant, c'est ça. Animé par la passion aussi qu'on absolument. partage, oui. Puis c'est ton anniversaire aujourd'hui, en plus. Oui, Joyeux anniversaire. Effectivement. Écoute, j'avais choisi cette journée-là spécialement. C'est le alors, fun. ça me fait plaisir. Puis écoute, je tiens à le dire aussi. Comme tu l'as mentionné, on s'est souvent échangé quelques courriers puis tout ça. Mais j'apprécie énormément le travail que tu fais. J'ai regardé tes podcasts et des gens faisaient remarquer qu'on avait une façon de raconter des histoires avec beaucoup de diligence et c'est une des qualités que j'ai reconnues là, immédiatement en écoutant tes podcasts. Puis je vois que tu es en progression, émission de télé, tout ça. Là, c'est fantastique. Écoute, je suis très content. Comme tu disais, je vais être ta relève. Oui, effectivement, parce que j'ai pas beaucoup de relève au Québec parce qu'on pourra en parler, mais c'est vrai que dans l'univers du paranormal, avec, je sais pas, la nouvelle génération, les médias sociaux, puis on le voit, les médias sociaux, dès qu'on est des personnalités publiques, puis ça doit arriver également. On reçoit toutes sortes de courriels des gens. Les gens, entre guillemets, haineux, sont rapides à se mettre derrière leur clavier puis envoyer toutes sortes de commentaires un peu disgracieux. Alors, c'est vrai que je dis souvent, j'ai rencontré dans ma carrière beaucoup de gens qui étaient des croyants, beaucoup de gens qui étaient des sceptiques, mais j'ai pas beaucoup rencontré de gens qui étaient des amoureux de la vérité. Et ça, il y en faut, et on n'en a pas beaucoup, parce qu'il y a comme une dichotomie, c'est ou tu es avec moi ou tu es contre moi. Ouais. Alors, effectivement, si tu es ma relève pour une bonne raconteuse d'histoire, c'est parfait, c'est excellent. Oui. Ben, moi aussi, je suis dans le paranormal. En fait, pour tout ce qui est ovni, ça, je crois beaucoup. Mais paranormal, je suis très sceptique. Même, il y a des moments... Par exemple, j'ai reçu une médium ici, puis... sur le coup, j'y croyais beaucoup. Puis après, j'étais comme, est-ce que c'est mon cerveau qui me jouait des tours? Donc, moi aussi, je suis toujours à la recherche de la vérité. Je suis pas croyante, je suis pas croyante. Je suis vraiment entre les deux. Toi, ta vision du paranormal, on peut se lancer là-dedans? Moi, ma vision du paranormal, je te dirais, d'abord, dans un premier temps, je vais répéter un message que je rappelle depuis 35 ans, mais bon, le message ne passe pas, donc il passera pas davantage aujourd'hui. Mais j'étais, au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser au paranormal, on était dans les années 70, et oui, ça traduit mon âge. Donc, j'ai commencé dans les années 70, j'étais adolescent. C'était un peu l'âge d'or des phénomènes ovnis, entre autres, et c'est un des sujets qui m'avait attiré davantage que les autres. Et puis, éventuellement, j'ai orbité dans cet univers-là, sans mauvais jeu de mots, mais rapidement, je me suis rendu compte que, comme dans beaucoup de groupes ou d'associations qui sont motivés par la foi, les gens disent souvent « nous voulons à la vérité », mais très souvent, ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Donc, ils cherchent un biais de confirmation en fonction de leurs croyances. Et éventuellement, en 1995, j'ai décidé de me retirer de ce milieu-là, du milieu associatif, pas du sujet. Le sujet me passionne tout autant aujourd'hui que c'était il y a 40 ans, mais j'ai décidé de me retirer du milieu associatif parce que lorsqu'on est dans des associations ou des groupes, parfois on entend des trucs qui sont pas toujours très gracieux, puis on ne dit rien, on ne dénonce pas parce qu'on a des amis à protéger, parce qu'on fait partie de la communauté, on veut se serrer les
coudes. Mais en 1995, je l'avoue, j'étais rendu que j'avais honte de me regarder dans le miroir. Ah ouais. Pas nécessairement que je mentais, mais je mentais d'une certaine façon par le silence que j'entretenais. J'entendais des gens autour de moi qui parlaient de fantômes, qui parlaient d'ovnis, qui racontaient toutes sortes de trucs que je savais être faux. Mais je ne disais mot parce que je me disais, ces gens-là, ce sont mes amis, ces gens-là, c'est ma communauté, donc je ne dirai rien. Et finalement, en 1995, j'ai décidé de prendre le retrait par rapport à ça. Et je te dirais aujourd'hui, j'ai eu une carrière extraordinaire. J'ai été très chanceux sur plusieurs éléments. Mais je te dirais, ma position aujourd'hui, j'y prends un grand détour pour répondre à ta question. C'est vraiment intéressant, c'est correct. Je te dirais que lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, je te dirais qu'à peu près, par expérience, 90 à 95% de ce que l'on raconte par rapport au paranormal est soit faux ou manipulé de manière à nous faire croire certaines affirmations. Il y a un noyau, toutefois, de 5% pour lesquels il y a eu de l'investigation relativement rigoureuse. Il faut quand même se rappeler que seulement 1% de tous les phénomènes paranormaux ont été enquêtés par des scientifiques reconnus. Puis on a à peu près un 9%, 10% qui ont été enquêtés par des gens qui ont appliqué la méthode scientifique. Okay. Ça veut donc dire qu'on a 90% de phénomènes paranormaux que l'on raconte qui n'ont jamais été proprement étudiés. Donc, je te dirais qu'à travers ce noyau-là, il y a à peu près un 5% qui m'apparaît tout à fait valable, qui mérite une attention. Ça se peut que le paranormal d'aujourd'hui soit la science de demain. Laissons la science progresser. Mais le reste m'apparaît comme des fondements qui servent à alimenter une croyance. Puis la croyance, elle est légitime. Que les gens disent, moi, je crois aux revenants, je crois aux fantômes. C'est tout à fait légitime. Hein? On aime croire. Hein? C'était Aristote qui disait « L'homme est un animal social ». Moi, je paraphraserais en disant « L'homme est un animal croyant ». Même si à un moment donné, on croit moins dans les pays occidentaux en Dieu. Hein? Les religions, les grandes religions, il y a eu un exode des églises, si je puis dire. Mais l'homme demeure un animal croyant. Donc, on croit moins en Dieu, mais on ne croit pas moins pour autant. Ouais, donc, on doit retrouver des croyances. On aime croire à un monde enchanté. Et c'est normal de croire que des proches qui sont décédés sont toujours autour de nous, qu'ils veillent sur nous, qui nous guident. C'est normal. On aime croire à une vie après la mort parce que la mort est quelque chose d'inquiétant. Donc, la croyance, elle est légitime. Maintenant, de présenter ces croyances-là comme étant des faits établis, reconnus, là, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça. Qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on ne sait pas. Donc, il y a à peu près un 5% de phénomènes paranormaux qui méritent une attention. Le reste, c'est de la croyance. Ça sert à alimenter une culture populaire. Puis c'est fascinant. Moi, j'aime beaucoup la culture populaire. Hein, je dirais même plus loin en disant que quand j'ai quitté le milieu associatif au milieu des années 90, ce qui m'intéressait, je sais que je parle. Non, mais c'est ça un podcast. Tu peux m'interrompre. Quand j'ai quitté le milieu associatif au milieu des années 90, ce qui m'intéressait, c'était le phénomène lui-même. Est-ce que nous sommes visités par des extraterrestres? Est-ce que les fantômes existent? Est-ce que la vie existe après la mort? Et peu à peu, je dirais que j'ai développé une approche ou un intérêt plus social. Pourquoi on croit au paranormal? Pourquoi on croit aux fantômes? Qu'est-ce que ça apporte dans nos vies? Et dans la mesure, comment les communautés vont véhiculer ces croyances dans le domaine du paranormal. Et là où nos deux carrières se chevauchent, tu aimes les histoires criminelles et moi, j'aime les histoires criminelles à condition, bien sûr, qu'il y ait un soupçon d'occultisme et de paranormal autour. Donc, à ce niveau-là, ça nous montre bien à quel point le paranormal, dans mon univers à moi, peut entraîner des dérapages qui vont aller jusqu'au crime. Et c'est là que, pour moi, le crime prend tout son intérêt. Donc, l'approche sociale m'intéresse beaucoup. Et tu l'as mentionné lorsque tu parlais de ta médium. Tu as dit, est-ce que c'est mon cerveau qui m'a joué des tours? Il faut savoir que depuis les 20 ou 30 dernières années, les recherches qui ont été menées dans le domaine des sciences cognitives et des neurosciences ont jeté un éclairage tout à fait nouveau sur les phénomènes paranormaux. Malheureusement, on n'en parle pas. Écoute, je te fais une confidence. J'ai maintes fois essayé de présenter des émissions comme celle-là, des grands réseaux québécois spécialisés dans le documentaire, et on me dit, ça ne nous intéresse pas parce que c'est pas ça qu'on veut. On veut du divertissement, on veut des fantômes, on veut des soucoupes volantes. Donc, une approche plus rationnelle, on ne veut pas ça. Donc, il faut faire attention. Puis, ça a été pour moi...
Je te dirais un peu un choc dans la mesure où quand je suis sorti de l'université dans les années 80, j'avais une passion pour le paranormal, mais également je croyais pouvoir faire œuvre de pédagogie. Oui, mais oui. Un mot à ne jamais dire aux médias. La pédagogie, c'est pas bon. Donc, on ne peut pas faire œuvre de pédagogie. Donc, on veut du divertissement. La télévision n'est pas là pour nous renseigner, ou très peu. Elle est là pour nous divertir. Et si on ne fait pas ça, bien évidemment, on n'est pas dans le jeu. Et très rapidement, bien, les phénomènes paranormaux, les recherches menées dans le domaine des neurosciences, dans le domaine des sciences cognitives, jettent un éclairage nouveau sur le paranormal. On apprend que notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions, puis elle va créer des illusions en fonction de nos croyances. Elle peut même transformer nos propres souvenirs en fonction de nos émotions. Mais malheureusement, ces recherches ont été publiées dans des périodiques scientifiques. Or, qui lit les périodiques scientifiques? Ni toi, ni moi, on ne lit pas ça. Et même dans les universités doivent faire un tri parce que les abonnements aux périodiques scientifiques sont très, très coûteux. Donc, finalement, les scientifiques sont un peu dans leur tour d'ivoire. Ils publient dans des périodiques qui s'adressent essentiellement à leur propre communauté et le public, en général, n'a pas cette information. Ce qu'il faudrait, c'est que des gens deviennent des courroies de transmission, donc comme moi, comme toi. Donc, on prend cette information et on essaie de la vulgariser et la rendre accessible à un plus large public. Mais malheureusement, il faut aussi, d'une certaine façon, que les médias de diffusion soient de notre côté. Or, dans les grands médias, la télévision en particulier, parce que moi, je suis un vieux de la vieille, là, le podcast, l'Internet, tout ça est un univers un peu magique pour moi, le nouveau, que je manipule moins bien. Mais c'est vrai que pour moi, c'était... ou bien on avait la presse écrite, ou on avait la presse électronique qui était la télévision et la radio. Et malheureusement, dans le domaine de la télévision, il y aurait tellement de choses à faire, tellement de choses fascinantes, de plonger dans ce que nous sommes, nous les êtres humains, et comment nous percevons le monde et comment le monde nous joue des tours. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui intéresse. Et le public, comme il n'a pas accès à cette information de qualité élitiste, mais j'aime pas tellement le mot élitiste parce que ça dit, oh, c'est une communauté particulière, mais une information élitiste qu'on peut vulgariser. Il y aurait tellement de choses à apprendre, mais les gens à la maison n'ont pas accès à cette information, donc ils restent scotchés devant leur téléviseur à regarder des chasseurs de fantômes qui se font peur dans l'obscurité parce qu'une porte craque. C'est un peu malheureux, mais malheureusement, à un moment donné, on vient désarmer, et moi, j'avoue que j'ai baissé les armes. À un moment donné, je me suis fatigué. Je suis usé. Tu as devant toi un homme qui est à la fois usé, mais également qui est aigri de la façon dont les médias ont traité les phénomènes paranormaux. Mais bon, et pourtant, le sujet est si fascinant. Tu sais, si je parle trop, tu peux m'interrompre. Non, pas du tout. Continue. Tu sais que le phénomène, on en a parlé tantôt, l'exode, dans l'exode des églises. Est-ce que tu savais que les phénomènes paranormaux sont les deuxièmes phénomènes les plus importants en termes de croyances au monde, après les grandes religions institutionnalisées? D'ailleurs, 2023, là, je te parle d'un sondage 2023, mars 2023, publié entre une association, entre une firme de sondage française et une firme de sondage américaine pour déterminer la croyance des gens dans l'ensemble des phénomènes paranormaux, vie après la mort, réincarnation, ovni, tout le reste. On voit que ces croyances-là sont en pleine augmentation. Alors qu'il y a un exode des religions, il y a une approche beaucoup plus soutenue. Je dirais que le seul phénomène qui perd des plumes avec les années, c'est le phénomène des ovnis. Mais tous les autres phénomènes, réincarnation, vie après la mort, fantômes, maisons hantées, tout ça connaît de plus en plus de progression. Et pourquoi? Ben, au siècle des Lumières, on disait, la science, éventuellement, va renvoyer dans l'au-delà, littéralement, ces superstitions. Et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que l'homme est un être croyant, puis on a besoin de croire en des choses. Mais ça nous montre à quel point les phénomènes paranormaux, ils ont toujours fait partie de l'humanité. Au néolithique, les gens enterraient leurs morts avec des objets qui leur avaient été chers parce qu'ils se disaient, dans l'au-delà, ils auront besoin de ces objets. On pense aux pharaons, ils avaient tout un rituel autour de la mort. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, 2023, on en parle encore de ces croyances, elles sont omniprésentes. Et rien que pour te donner des chiffres, au Canada, on dit, de manière pan-canadienne, les Québécois sont un peu moins religieux, mais de façon pan-canadienne, 63% des Canadiens croient en Dieu. 57% des Canadiens croient à un phénomène paranormal. C'est ça.
Minimalement, on peut en tenir. Ouais. Donc, on est presque nez à nez avec les grandes croyances institutionnalisées. Et ce qui est étonnant, tu peux m'arrêter si tu veux. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans les universités, depuis très longtemps, on accepte ouvertement de parler de phénomènes religieux. On parle de l'histoire des religions, on parle des différences entre les religions, les philosophies derrière les religions, mais les phénomènes paranormaux demeurent tabous. Parce qu'ils ont mauvaise presse. On a l'impression que les scientifiques qui voudraient s'intéresser à ces phénomènes, deviendraient sulfureux auprès de leurs collègues. Heureusement, aujourd'hui, il y a une ouverture un peu. On voit de plus en plus d'universités qui abordent les phénomènes paranormaux en termes de phénomènes sociaux. Mais il était grandement temps parce qu'il faut quand même se le dire, depuis 6-7 000 ans qu'on a des civilisations. Si on recule même à Sumer, il y a des croyances, il y a des dieux, il y avait des panthéons. On croyait au surnaturel et aujourd'hui, 2023, on continue d'y croire. Donc, c'est important de se pencher sur ces questions. Pourquoi on y croit et quels sont les éléments qui sont ce qui stimule les imaginations. Derrière le phénomène ovni, il y a des phénomènes qui sont observés et qui vont stimuler l'imaginaire. Les phénomènes de fantômes, les phénomènes de maisons hantées sont exactement la même chose. Quels sont ces stimuli? Comment les comprendre? Et comment nous, êtres humains, parce que les phénomènes paranormaux, 99% du dossier repose sur des témoins. On n'a pas de fantômes dans des boîtes, on n'a pas d'extraterrestres dans des tubes de cryogénie. Peut-être dans la zone 51. Mais bon, mais tu sais, tu comprends. Donc, on ne les a pas, ces éléments-là. Donc, sur quoi on s'appuie? On s'appuie sur le témoignage. Alors, justement, le témoignage est-il valable? Et si oui, dans quelle mesure il est valable ou dans quelle mesure il peut être déformé? C'est un univers qui est fascinant. Mais il y a quand même, effectivement, c'est très fascinant, mais il y a quand même des instances où ça a été prouvé, mais par exemple, on peut en parler... La disparition des petits gars, là, Sébastien Métivier, il y a un médium qui a participé aux recherches puis qui a aidé à retrouver le corps. Ça, qu'est-ce qu'on en fait des histoires comme ça? Là, c'est celle qui me vient à l'esprit, mais il y en a d'autres. Dans ces cas, comme là, tu parles d'un cas qui est extraordinaire. Et justement, dans l'univers du paranormal, on a ces histoires qui sont des histoires anecdotiques. Il faut quand même le reconnaître. Ce sont des histoires anecdotiques. Donc, entre une anecdote et une démonstration scientifique, il y a un monde entre les deux. Donc, l'univers du paranormal est composé d'anecdotes qui soulèvent un intérêt, qui intriguent. Dans le cas tu mentionnes. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas l'histoire, on est le 1er novembre 1984. Ce jour-là, 3 garçons vont disparaître de la grande région de Montréal. Donc, il y a Maurice Vien, qui a 4 ans à peu près, 4 ans. Et ensuite, il disparaît en avant-midi. Et en après-midi, 2 jeunes garçons qui jouent ensemble, Sébastien Métivier et Wilton Lubin, vont disparaître à leur tour. Et évidemment, on n'a pas la preuve qu'il s'agit d'un même ravisseur. On n'a pas la preuve qu'ils ont tous les 3 été enlevés au départ. C'est vrai, au départ. Alors, éventuellement, les policiers sont saisis de ça. Ce que l'on sait au départ, ce 1er novembre 84, c'est qu'on a 3 enfants dans la grande région de Montréal qui ont disparu. Alors, dans le même quartier, non? Si je me trompe pas. Non, c'est pas dans le même quartier. Dans un premier, il y en a un, les 2, Sébastien Métivier et Wilton Lubin, on parle effectivement de Hochelaga-Maisonneuve. Et dans le cas de Maurice Vien, on parle davantage du secteur de Saint-Henri. Okay. Donc, on a des enfants qui disparaissent de différents secteurs. Donc, éventuellement, ce jour-là, 1er novembre 84, une énorme battue à Montréal. Donc, des policiers vont entreprendre de vérifier avec l'aide du public tous les hangars, les dessous de galeries qui auraient pu être oubliés où les enfants auraient pu se réfugier et on ne trouve rien. Donc, très rapidement, on se dit qu'ils ont peut-être été victimes d'un agresseur ou enlevés par un ravisseur. Et puis, éventuellement, 2 jours plus tard, on va trouver le blouson de Maurice Vien le long de l'autoroute 20 menant... en fait, l'autoroute 20, c'est l'autoroute transcanadienne. Donc, elle traverse entièrement le Canada. Et ça, c'est triste parce que pour les policiers, l'investigation montréalaise devient une investigation québécoise. Donc là, on est passé de Montréal. Le fait qu'on ait trouvé le blouson en banlieue laisse supposer, sur la Rive-Sud, laisse supposer que les enfants... S'il s'agit d'un même ravisseur, que les enfants ne sont plus à Montréal. Ils ont été amenés ailleurs. Éventuellement, tristement, on va retrouver le corps de Wilton Lubin dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur des îles de Boucherville. Et les 2 autres, à ce moment-là, restent encore disparus.
d'énormes battues sont organisées au Québec. On appelle tous les gens. Le fait qu'on ait trouvé le blouson de Maurice Vien laisse supposer que l'enfant pourrait avoir été amené sur la rive sud. Mais la rive sud, ça mène loin. Ça mène jusqu'à Québec. Ça mène jusqu'en Gaspésie, si on suit le taureau de vin. Donc, c'est très loin. Donc, il y a des battues qui sont organisées. Et arrive cette histoire anecdotique. C'est quand même, c'est une histoire anecdotique. Mais quand même, donc, alors que des gens s'organisent, on a un hypnothérapeute de Beauport, au Québec, dans la ville de Québec. J'entends Beauport. Donc, il s'agit, en fait, c'est un cabinet. Ce sont les frères Yvon et Yvan Gagnon qui ont ce cabinet d'hypnothérapie. Alors, un des frères Gagnon se rappelle que 2 ou 3 ans plus tôt, il avait fait affaire avec un médium lors de la disparition d'une fillette dans le parc des Voltigeurs à Drummondville, qui s'appelait Mélanie Dequan. Oui. Et à ce moment-là, on avait demandé à ce médium, il faut quand même se rappeler que dans les années 80, c'était aussi la parapsychologie était en effervescence, la perception extrasensorielle. Et il y avait une idée qui était véhiculée dans le milieu de la parapsychologie qui était si on met un sujet médium en état d'hypnose, on pourrait augmenter ses capacités de visionnaire. On sait aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Okay. Mais c'était dans l'air du temps. Donc, les frères Gagnon avaient, au moment de la disparition de Mélanie Dequan, ils avaient plongé ce monsieur, qu'on appellera Monsieur X, il l'avait plongé en état d'hypnose. Et il avait donné des informations intéressantes. Rappelons-nous que lorsque Mélanie Dequan avait disparu au parc des Voltigeurs, c'est une fillette qui avait 6-7 ans, quelque chose comme ça. Oui. Et à ce moment-là, les policiers, la Sûreté du Québec, croyaient que la fillette avait été ou enlevée de manière très locale, ou encore qu'elle était perdue dans les boisés autour du parc des Voltigeurs. Okay. Donc, c'était un peu la façon dont on menait l'investigation. Ce monsieur X, sous hypnose, va dire à propos de la disparition de Mélanie Dequan qu'elle est décédée, malheureusement. Il parle de la fillette qui se trouve, il dit, elle est minimalement à 7 km du parc des Voltigeurs. Donc, les policiers qui orientent leurs recherches autour du parc font fausse route, elle est beaucoup plus loin. Et il va parler curieusement, il dit, je vois un agresseur, mais peut-être 2. Et il dit, j'ai l'impression qu'un des agresseurs est un homme d'âge majeur, d'âge adulte, mais qu'il est accompagné d'un enfant. Mais il dit, on dirait que la frontière entre les deux est relativement floue. Je ne sais pas trop si celui qui a enlevé, c'est l'homme ou si celui qui a enlevé, c'est l'adolescent ou l'enfant. Donc, il y a comme un élément un peu trouble. Éventuellement, Mélanie Dequan sera retrouvée dans un boisé à 6,7 km du parc des Voltigeurs. Elle a été attachée sur un arbre avec du ruban adhésif. L'agresseur, un dénommé Derry, est un individu qui avait un âge adulte, mais un âge mental d'un enfant d'à peu près 12 ans. Et l'idée, elle n'a pas été agressée sexuellement, il l'a simplement amené dans le boisé, il l'a attaché sur un arbre avec du ruban adhésif, mais qui était fluorescent. Et l'idée était de se joindre aux équipes de recherche, de retrouver Mélanie Dequan. Je dis, c'est quand même curieux, elle l'aurait reconnue comme étant l'agresseur, mais néanmoins, de retrouver Mélanie Dequan et passer pour un héros. Mais malheureusement, il a été incapable de se rappeler où il avait attaché la fillette dans le boisé. Et malheureusement, elle est décédée de déshydratation, de malnutrition et tout le reste. Donc, on avait déjà eu cette expérience-là. Donc, j'ai fait ici un aparté. Non, c'est bon, mais ça nous met un peu dans le contexte. Mais c'est quand même, c'est flou les informations qu'il a données. Oui, c'était flou. Ouais. On peut dire que bon, l'idée, 2 agresseurs, un agresseur. Si on fait preuve d'imagination, on peut réussir à rattacher les fils. Mais c'est rien de très concret. C'est vrai. Et c'est surtout après coup. Donc, on apprend ça. Les frères Gagnon disent, ben voilà, ils nous avaient dit ça avant. Mais on n'a pas vraiment d'éléments de preuve qui nous permet de détailler ça. C'est ça. Dans le cas de Maurice Vien, là, on va voir une transformation très importante. Donc, les frères Gagnon, lorsque, comme n'importe qui à travers le Québec, les médias relaient l'information de ces 3 gamins qui ont disparu dans la région de Montréal, l'un des frères Gagnon dit, voilà, est-ce que je pourrais pas essayer le même coup avec M. X? Il prend contact avec lui. M. X est un individu qui est originaire de la Couronne Nord, dans la région de Saint-Jérôme. Il va donc se déplacer, lui, son ami de cœur, et également un policier qui est en congé, qui s'appelle Stephen Lynch. Ils vont se déplacer, ils vont aller le rencontrer. Et là, on est 2 ou 3 jours après la disparition de Maurice Vien. Il faut quand même se rappeler que le blouson a depuis été retrouvé le long de l'autoroute 20. Donc, il rencontre M. X, il lui parle un peu de la situation, il lui demande s'il peut se concentrer sur les enfants. Et pour une raison connue de lui seul, M. X peut se
connecté, entre guillemets, sur Maurice Vien. Pas sur les autres, mais sur Maurice Vien. Okay. Il dit sentir quelque chose, il dit voir des éléments. Aussi, il y a le blouson sûrement avec lui. Non, il n'y a pas le blouson. Okay, mais on sait que le blouson a été retrouvé, la presse en a parlé. Donc, à ce moment-là, il dit, il ne veut pas se rendre sur les lieux, parce que, faut quand même le dire, M. X a des enfants en bas âge, et l'idée de se retrouver impliqué dans une investigation comme celle-là, le trouble beaucoup. Alors, il dit aux gens, il dit, vous allez prendre votre voiture, vous allez vous rendre sur la rive sud, là où à peu près où a été retrouvé le blouson, et une fois que vous serez sur place, vous m'appellerez, puis j'essaierai de voir si j'ai des effluves, entre guillemets. Alors, ces gens-là vont se déplacer, vont se retrouver dans le secteur de Chambly, à peu près, et puis ils vont s'arrêter dans une station-service, téléphoner à M. X, c'était avant l'ère des téléphones portables, et là, M. X, de sa résidence à Saint-Jérôme, dit, ben, je vois une route qui longe la rivière Richelieu, par exemple, mais du côté ouest. Et donc, vous allez prendre cette route-là. Et là, il va donner une série d'éléments géographiques. Hein. Il va dire, vous allez sauter une voie ferrée, il va y avoir un petit boisé. Donc, il donne des informations. Il dit, à un moment donné, vous allez arriver où il y aura il donne des indications, une maison avec une façade rouge, une boîte postale jaune. Il dit, à ce moment-là, il va y avoir une route qui s'enfonce à travers les boisés. Et il dit, prenez cette route-là et vous allez voir, il dit, je vois une espèce de cabane abandonnée juste à l'orée du bois et c'est dans cette cabane que se trouve le corps de Maurice Vien. Et là, il donne des détails qu'on ne dira pas en ondes parce que c'est pas utile, mais il donne des détails qui sont assez précis quant à la position du corps, de quelle façon l'enfant a été assassiné. Et donc, nos chercheurs, hein, nos bénévoles remontent en voiture, vont trouver cette route qui longe la rivière Richelieu, vont remonter jusqu'à Saint-Denis sur Richelieu, quelque chose comme ça. Et puis à ce moment-là, ils vont voir cette fameuse route qui s'enfonce à travers bois. Ils vont la prendre, ils vont très rapidement voir cette cabane. Ils vont arrêter, vont s'approcher de la maison. Les fenêtres ont été barricadées. Ils vont défoncer, entrer à l'intérieur. Et là, exactement dans les circonstances qu'avait donné M. X, ils vont trouver le corps du petit Maurice Vien. Ils vont téléphoner à la Sûreté du Québec qui va se présenter sur les lieux. Lorsque les policiers arrivent, évidemment, on demande à ces gens-là, mais pourquoi être venus ici? Parce qu'on est quand même très loin de l'endroit où le blouson a été trouvé. Puis on n'est plus sur le long du tracé de l'autoroute 20. Alors, pourquoi être venus ici? Donc, ces gens-là répondent, ben, parce qu'un médium nous a guidés jusqu'ici. Ces gens-là sont ramenés au bureau de la Sûreté du Québec à Montréal, interrogés. Et à ce moment-là, M. X, de chez lui à Saint-Jérôme, écoute les nouvelles du soir et au bulletin de 17h ou de 18h, Pierre Bruno annonce, voilà, on a retrouvé le corps de Maurice Vien. Alors, il sait, M. X sait d'emblée, comme il n'a pas eu de nouvelles de ses acolytes depuis le début de l'après-midi, il se doute bien que c'est eux qui ont retrouvé le corps. Il sait également que les policiers vont vite se présenter chez lui si la situation tourne de cette façon-là. Alors, il décide de prendre les devants. Il va contacter la Sûreté du Québec lui-même en disant « Je suis le monsieur X qui a guidé les bénévoles ». Et le lendemain, les policiers vont se rendre chez lui, vont prendre sa déclaration. C'est très mystérieux parce que dans ce cas-là, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que sur la foi des indications, ils ont retrouvé le corps de Maurice Vien. Donc là, on ne peut plus prétendre que c'est des informations floues, abstraites. Et on a retrouvé le corps de Maurice Vien. Donc, M. X sera même, et là, c'est une information que peu de gens savent, les policiers vont demander à M. X de les accompagner sur les lieux du crime. Donc, ils vont retourner à Saint-Denis sur Richelieu, là où se trouve cette petite maison. Lui va refuser de débarquer de la voiture une fois sur place, mais il n'a pas d'autres informations. Les informations qu'il donne à ce moment-là, au-delà du site du crime, il est incapable de donner d'autres informations qui n'amènera pas éventuellement à l'arrestation. Du moins, les informations que lui transmet ne permettront pas d'arrêter le coupable. Éventuellement, l'affaire va retomber parce que, éventuellement, les policiers, en menant une enquête policière basée sur des éléments policiers, non pas des éléments psychiques, vont éventuellement arrêter. En fait, l'homme est déjà derrière les barreaux à ce moment-là. Lorsque les policiers commencent à avoir un suspect dans le collimateur, ils découvrent que cet homme est déjà derrière les barreaux, qu'il a été arrêté pour d'autres agressions. Ils vont le rencontrer à la prison. Et dès qu'ils vont lui parler de l'affaire Maurice Vien, Sébastien Métivier, Wilton Lubin, l'individu devient excessivement nerveux, refuse de participer au détecteur de mensonges et éventuellement, il va décéder en prison.
il n'y aura jamais d'accusation formelle portée contre l'individu, mais pour les policiers, il n'y a aucun doute que l'homme était le ravisseur de Wilton Lubin, Sébastien Métivier et Maurice Vien. Mais il était déjà en prison, je comprends. Oui, il avait été arrêté depuis, entre-temps, il avait été arrêté pour une autre agression. OK. Donc, l'affaire est de cette manière-là. Évidemment, les sceptiques diront, ben voilà, on avait quand même trouvé le blouson le long de l'autoroute 20, des gens qui menaient des investigations. Combien était la chance de retrouver Maurice Vien sur les indications d'un médium? Une chance sur 1 million, mais pourtant, gagner à la loterie, la 649, c'est une chance sur 14 millions. Okay. Et de temps en temps, il y a bien des gens qui réussissent à gagner la loterie. Donc, est-ce que c'était vraiment des phénomènes paranormaux? La coïncidence, l'anecdote est troublante. Oui. Il aurait fallu que M. X puisse le refaire à volonté pour qu'on puisse avoir une preuve. C'est un peu ce que demande la science. On peut pas Les gens voudraient parfois que la science fasse quelque chose qu'elle n'est pas. La science, c'est la science. Et l'une des règles de la science, même si aujourd'hui il y a un assouplissement de ce côté-là, mais une des règles de la science, c'est qu'une expérience doit être reproduisible pour qu'on puisse en déterminer la théorie, comment ça fonctionne. Dans le cas des médiums, malheureusement, à toutes les fois où on a essayé dans des conditions de laboratoire de reproduire ce type de performance, ça a été l'échec. Alors là, d'un côté, on aura les sceptiques, encore une fois, qui diront « ça ne fonctionne pas en laboratoire, c'est la preuve que c'est faux ». Et d'un côté, de l'autre côté, ceux qui croient au paranormal, de manière rigoureuse et sérieuse, les parapsychologues, par exemple, diront « il est possible que ce soit le contexte qui fait que ça fonctionne ». Hein? On est tous, toi, moi, n'importe qui, on est tous tributaires de nos émotions. Hein? Tu vas faire des trucs, par exemple, au boulot, les gens qui nous écoutent, par exemple, ou nous regardent, qui font des choses au boulot, hein, ils font leur travail un peu routinier, ils le font très bien. Mais il suffit que le patron soit derrière eux ou au-dessus de leur épaule, et soudain, ils se mettent à multiplier les bévues après bévues, et pourtant, c'est un travail qu'ils font de manière quotidienne. Alors, comment? C'est parce qu'on est tributaire de nos émotions. Alors, on comprend que le médium, et encore une fois, il y a toujours ce débat qu'on ne peut pas trancher, hein? Le médium qui est sur le terrain, qui tient, par exemple, un vêtement qui a appartenu à une victime, qu'il côtoie les policiers qui enquêtent sur l'affaire, qu'il voit le désarroi des familles, on comprend que la charge émotive, elle est différente que d'être dans un laboratoire avec des électrodes autour de la tête, avec un laborantin qui tape du pied en attendant qu'il y ait un résultat. Et il est possible que ces conditions-là soient les conditions gagnantes pour permettre ce genre de phénomène. Bien sûr, les sceptiques diront, oui, mais en laboratoire, c'est plus difficile de tricher, alors que dans une situation d'investigation sur le terrain, alors que c'est à peu près du n'importe quoi, les policiers regardent à gauche, à droite. Dans quelle mesure le médium peut être soudainement informé d'un mot, d'un échange entre deux policiers, ça reste difficile à contrôler. Mais on doit rester l'esprit ouvert. Des anecdotes comme celle de M. X, elle est unique au Québec, mais quand on regarde dans la littérature, et tu sais ce que c'est, hein, la littérature sur des crimes, elle est très abondante, mais on découvre qu'effectivement, dans de nombreux cas, des services de police ont fait appel à des médiums. Il faut quand même se dire que généralement, quand c'est fait, ça se fait sur la foi d'un policier. C'est rarement un service de police qui va demander à un médium de s'impliquer. C'est souvent un policier qui croit en ces phénomènes, qui va dire, ben voilà, j'ai un ami qui connaît un médium et je suis allé voir le médium et je lui ai posé des questions. Et c'est comme ça que ces médiums-là vont se retrouver au cœur d'affaires policières. Mais encore une fois, ça reste des éléments, ça reste des histoires anecdotiques fascinantes, mais anecdotiques quand même. Et la science a peu de prise sur les anecdotes. Est-ce qu'il y en a d'autres, des histoires comme ça? Genre, c'est bon, mais ça m'intéresse tellement, là. C'est ça. Une des histoires les plus étonnantes, c'était, dans les années 80, début des années 90, il y a eu une émission, en fait, une mini-série en 2 ou 3 épisodes qui avait été présentée sur le réseau anglais à Montréal. Je crois que c'était CFCF, le Canal 12 à l'époque. Et c'était un film en 2 ou 3 parties qui s'intitulait « To Catch a Killer », pour attraper un tueur. Et l'histoire racontait l'investigation menée par la police de Des Plaines. Des Plaines, c'est une communauté en banlieue de Chicago. Et c'était donc l'investigation menée par les policiers de Des Plaines qui a amené éventuellement à l'arrestation de John Wayne Gacy, l'un des pires tueurs en série de l'histoire américaine, et qui avait été arrêté à la fin des années 70.
Donc, on racontait cette histoire-là et on le voyait à travers les yeux du chef de police qui était l'enquêteur principal, qui était Joseph Kozenczak. Donc, Kozenczak, on le suit dans son investigation. Et dans l'émission, donc moi, je suis à la maison, je regarde ça et on voit à un moment donné ce Kozenczak se rendre chez un médium. Il tient un appareil photo parce que, bon, il faut savoir que l'affaire John Wayne Gacy a connu sa chute à partir du moment où un adolescent, Robert Pierce, est disparu. Donc, lorsque Pierce est disparu, les parents sont allés voir les policiers parce qu'il y avait eu quand même, au fil des mois, des gens qui avaient disparu. Mais c'était souvent des itinérants, des jeunes. On est dans les années 70, une certaine liberté sociale qui s'inscrit. Donc, c'était des jeunes, souvent itinérants, qui faisaient de l'autostop, passaient d'une ville à une autre. Donc, des gens, des parents inquiets de ne pas revoir leurs enfants depuis des mois avaient appelé les policiers. Mais c'était des jeunes, souvent des jeunes qui bourlinguaient à gauche et à droite. Donc, les policiers mettaient ça ou bien sur le dos d'une fugue ou d'un déplacement comme ça. Puis, à un moment donné, on s'est dit, ben, les jeunes vont réapparaître. Mais lorsque le jeune Robert Pierce disparaît, ses parents vont voir, il disparaît à des plaines, il travaille dans une pharmacie, un drugstore, pour utiliser. Donc, les parents vont voir les policiers en disant, ben Robert est disparu. C'était le jour de son anniversaire ou l'anniversaire de sa mère. Donc, c'est un jour où, s'il avait décidé de fuguer ou de partir, c'est certainement pas cette journée-là qu'il l'aurait fait. Et qui plus est, Robert est un bon garçon. Il n'y a pas d'historique de fugue. On lui connaît pas. Il fait pas de l'autostop. On lui connaît pas non plus des excès d'alcool, de drogue ou de quoi que ce soit. C'est un bon garçon. Et pour les parents, il est clair que si Robert n'est pas rentré ce soir-là, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui est survenu. Et la dernière information que l'on a dans le cas de Robert, c'est qu'il avait dit à ses parents, j'ai fait, parce qu'il avait besoin de faire plus de sous, il avait rencontré un homme qui venait au drugstore, qui était John Wayne Gacy, et Gacy engageait souvent des jeunes. Bon, Gacy avait un petit commerce de restauration domiciliaire, réparation, paysagiste, tout ça. Et donc, il engageait souvent des jeunes pour faire ce travail. Et Pierce avait dit à ses parents, j'ai vu ce John Wayne Gacy, il m'a donné sa carte, il serait peut-être intéressé par mes services. Et au moment où il disparaît, il dit à des collègues au travail, je dois aller rencontrer John Wayne Gacy ce soir pour parler de cette embauche, et on ne le revoit plus à ce moment-là. Les policiers, bien sûr, vont interroger Gacy. Gacy reconnaît qu'il a rencontré le jeune Pierce, mais l'affaire s'est arrêtée là. Ils ont discuté, puis il ne sait pas ce qui est arrivé après. Donc, c'est à peu près l'état dans lequel on se trouve. Et les policiers enquêtent donc. Donc, on revient à notre film. Ouais. Donc, on suit cet investigateur, Joseph Kozenczak, qui enquête sur la disparition de ce jeune Robert Pierce. Il va voir un médium. Et une médium, dans le cas présent, elle tient un appareil photo qui a appartenu à Robert. Elle manipule l'appareil photo et elle commence à donner des informations en disant, je vois l'assassin, il y en a plusieurs, ce n'est pas qu'un enfant, c'est plusieurs enfants. Il travaille dans le milieu de la construction, il conduit une camionnette. Elle donne plein d'informations qui est très pertinentes à ce moment-là. Donc, le film se termine avec l'arrestation de Gacy et tout le reste. À ce moment-là, Gacy n'avait pas encore été exécuté. Là, il était toujours en attente de son exécution. Donc, c'était un peu l'histoire du film. Intrigué par ça, je me suis dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu sais, ça me rappelait bien sûr l'histoire de Monsieur X, tout ça. Donc, finalement, je téléphone à la police de Des-Plaines. OK. Et la police de Des-Plaines me disent, oui, Joseph Kozenczak existe bel et bien, c'est l'ancien chef de police. À ce moment-là, Joseph Kozenczak a quitté la police, mais il a ouvert une boîte qui fait de l'investigation, là, des private eyes, l'enquêteur privé. Alors, on me donne les numéros, tout ça. Donc, j'appelle Kozenczak et j'ai l'enregistrement audio, on se parle, et là, je lui raconte cette histoire-là, que j'ai vu le film basé. Et là, il me raconte que c'est tout à fait vrai. Et ce qu'il me raconte même va plus loin que le film. Kozenczak me raconte, il dit, à un moment donné, lorsqu'il y a eu la disparition de Robert Pierce, et là, je te le cite là, tel quel, là, il me dit, voilà, au moment où Robert Pierce disparaît, on enquête dessus, il n'y a rien qui se passe. Et là, il y a comme mon épouse connaissait une médium. Donc,
Je lui en avais parlé un peu. Elle n'a pas donné beaucoup d'informations. C'était pas très pertinent. Et puis, à un moment donné, durant cette même période, les parents de Robert Pierce se présentent au poste en me disant qu'ils ont lu un article dans le sélection de Reader's Digest qui parle d'une médium américaine sur la côte est, oui, c'est sur la côte est au New Jersey, qui s'appelle Dorothy Allison, qui est célèbre. On l'a vu à plusieurs reprises dans des émissions de télé sur des histoires de médiums. Elle se vante d'avoir fait des investigations pour les services de police locaux, d'avoir également travaillé avec le FBI, d'avoir fourni des informations très pertinentes. Et donc, les parents du jeune Robert Pierce demandent à Kozenczak si lui aurait une objection à travailler avec une médium. Et lui de me répondre, il dit, lorsqu'ils m'ont posé cette question, je lui ai dit non, à condition que les services de la médium ne soient pas supportés par la police de Des Plaines. On ne peut pas se permettre ça. Mais si les parents veulent payer pour les déplacements, la médium, libre à eux. Et les parents du jeune Robert Pierce acceptent cette offre. Donc, ils font venir à Des Plaines, et là, je te raconte ce que Kozenczak me raconte. Il dit, au moment où, il dit, c'est moi qui vais chercher Dorothy Allison à l'aéroport O'Hare de Chicago. Il dit, dès qu'elle monte dans ma voiture, elle dit je sens qu'il y a comme une odeur le gamin est disparu, puis je sens une odeur de pétrole. Alors, il dit, OK, parfait. Donc, il roule un peu avec la dame. Elle lui demande, à un moment donné, de s'arrêter il y a comme la rivière des Plaines qui passe. Et on arrête sur le bord de la rivière des Plaines. Elle me répète cette histoire-là. Elle me dit, je sens une odeur de pétrole qui est liée à la disparition du jeune Robert. Alors, lui, il se dit, est-ce qu'il est disparu d'une station-service? Il essaie de trouver des liens, mais il n'en trouve pas. Donc, on retourne à Des Plaines. Elle fait un peu le show du médium. Finalement, elle se promène d'une place à une autre, capte apparemment des effluves, et elle dit toute une série d'informations. Elle dit à Kozenczak, elle dit l'homme qui est responsable de sa disparition a enlevé plusieurs enfants. Donc, c'est tout à fait vrai. Et elle dit qu'il travaille dans le milieu de la construction, qu'il a une camionnette. Et elle dit, et c'est probablement les deux éléments qui ont le plus frappé Kozenczak, elle me dit à un moment donné, est-ce que le mot evergreen vous dit quelque chose? Fait que lui dit, non, pas vraiment, pas en lien avec l'enquête. Elle dit, retenez que evergreen est très important. Et elle lui dit, rappelez-vous que peu importe ce que vous allez faire, vous ne retrouverez pas le corps du jeune Robert Pierce avant le 30 avril. Elle donne une date très précise, le 30 avril, pas à la fin d'avril, elle lui dit le 30 avril. Parfait. Donc, après avoir fait son investigation, Dorothy Allison remonte dans l'avion, retourne dans son New Jersey, et lui, Kozenczak, continue de mener son enquête. Entre-temps, sur la foi d'enquêtes policières, les policiers ont commencé à refermer, à voir dans leur collimateur ce John Wayne Gacy, mais pas forcément en lien avec la disparition de Robert Pierce, même s'il a été le dernier à voir le gamin vivant, mais en raison de toutes les autres disparitions. Et puis, l'événement déclencheur, ce qui va renverser Kozenczak, il me dit, à un moment donné, je suis à mon bureau, je reçois un coup de téléphone. C'est un bureau de la police de Chicago, de Cook County, qui m'appelle en me disant c'est vous qui enquêtez sur la disparition du corps de Robert Pierce. Il dit oui. Alors il dit on a trouvé un corps et d'après la description des vêtements, il pourrait s'agir du corps du gamin en question. Alors il me donne des indications comment se rendre sur place. Et alors là, au moment où je raccroche le téléphone, je regarde mon calendrier. On est le 30 mars, le 30 avril, peu importe la date qu'il m'avait donnée. C'est exactement cette date-là. Il dit donc, je monte dans ma voiture, je me rends sur place et à cause du bouchon de circulation, il y a des travaux. Je dois passer à travers un cimetière pour me rendre de l'autre côté où m'attendent les autres policiers. Et le cimetière s'appelle Evergreen. Et quand je suis arrivé de l'autre côté, on avait remonté le corps du jeune Pierce qu'on avait retrouvé dans la rivière. Et effectivement, c'était le corps du gamin disparu. Il dit, quand je me suis relevé la tête, je voyais de l'autre côté de la rivière les usines pétrochimiques de X ou Y, d'Exxon ou compagnie. Tous ces éléments-là réunis fait que pour lui, il n'y a aucun doute que Dorothy Allison lui a donné de l'information qui n'a pas permis l'arrestation de John Wayne Gacy, mais ce sont des informations suffisamment pertinentes qu'il a retranscrites dans ses propres notes. Donc, il y avait une possibilité de vérification. C'était pas quelque chose qui était en l'air que, oui, on peut pas le vérifier. Non, lorsque Dorothy Allison lui a dit « Vous ne retrouverez pas le corps avant le 30 mars ou le 30 avril », il l'avait écrit, donc il pouvait le démontrer. Next day, now she had been in Chicago with me for a week looking for the boy's body.
I worked with her every day. She was taken back to the airport, and we were waiting for the time for her to board her airplane. And she turned to me as she was getting ready to board the airplane, and she said, "Joe, write this down. This is going to be important for you." She said, "You're going to find that boy's body on April 9th. So I wrote it down on a little piece of paper. Okay, April 9th. April 9th, yeah, 1979. She told me this in March of 1979. So I took the piece of paper, put it in my notes, and generally forgot about it. I had placed it in a desk in my office. And weeks went by. The telephone rang in my office, and at that exact time I was talking to another prosecutor who was sitting in my office with me, discussing some points in the case. And the telephone rang, and it was a sheriff's department from the area where the bridge was located at. And the sheriff's deputy told me that he suggested I come drive down to that area because a worker in that area had seen a body along the banks of the river, and he thought possibly it could be the boy we were looking for. Okay. So I hung up the phone, and right in front of me on my desk was a desk calendar. Okay. And I looked at the date, and it was April 9th. Okay. So I opened my desk drawer with this little note paper and picked it up. I was so excited I couldn't. I was overwhelmed, and I took this piece of paper and I showed it to the prosecutor. And I said, "Jesus, look at this." I said, "Here, I wrote this down back in March, and this lady told me April 9th. Today's April 9th, and now we get this telephone call that they found the kid's body down in the river." So we drove down to the sheriff's jurisdiction, and it was, in fact, the boy that I was looking for. Quite impressive. Yeah. Very, for me. And the other lady... C'est une anecdote, encore une fois, qui est tout à fait extraordinaire et qui nous amène à cette réflexion. Est-ce que, oui ou non, des gens sont réellement capables d'avoir des informations pertinentes en utilisant autre chose que les 5 sens connus? Donc, c'est une fascination qui fait que la recherche en parapsychologie est encore dynamique aujourd'hui, même si on en parle moins. Il faut savoir qu'il y a, je pourrais dire, un collège invisible ou une communauté scientifique invisible parce qu'ils ne veulent pas nécessairement être associés à ça, mais qui continuent de s'intéresser à ces phénomènes, même s'il y a aussi des sociétés savantes qui s'affichent ouvertement, l'American Society for Psychical Research ou des trucs comme ça. Donc, ce sont des groupes savants qui s'intéressent à ces phénomènes, qui font des congrès, qui font des publications. Mais encore une fois, pour le commun des mortels, comme toi, pour moi, si on ne fait pas nécessairement de la recherche, on n'apprendra pas quelle est l'information qui est véhiculée là-dedans. Puis on va continuer de regarder les émissions de scienteux, de chasseurs de fantômes, qui se promènent avec des gadgets, qui ne savent pas à quoi ça sert. Puis, je veux dire, c'est un peu aberrant, là, parce qu'ils ont des instruments, ils essaient de donner l'impression que ce sont des scientifiques. On a souvent cette tendance-là à croire que les scientifiques utilisent des gadgets. Donc, eux se disent, si j'utilise des gadgets, je suis scientifique. C'est pas parce que j'ai un crayon sur l'oreille que je suis devenu architecte du jour au lendemain. Là, donc, c'est ça qui est un peu malheureux. Mais bon, ce sont des histoires qui sont fascinantes. Oui. Puis, c'est difficile de ne pas y croire dans ce temps-là. Moi, j'ai l'impression... Mais tu as tout à fait raison. Et c'est justement là la frontière. C'est le fait d'y croire, c'est légitime. Donc, les gens qui vont dire, moi, je crois au médium, je crois au paranormal, et ils peuvent s'alimenter d'anecdotes qui sont tout à fait convaincantes. Là où il faut faire attention pour ne pas basculer, c'est qu'une croyance n'est pas un fait scientifique. Une croyance, c'est une croyance. La science est plus exigeante. Et on ne peut pas espérer... Ce n'est pas à la science de se mettre à notre diapason, c'est à nous de mettre nos croyances au diapason de la science. Et ce qui n'est pas prouvé scientifiquement n'est pas forcément faux. C'est vrai que dans une culture occidentale comme la nôtre, on a toujours l'impression que la science, c'est ce qui valide. Si c'est pas la science, c'est pas valable. Pas du tout. Il y a plein de phénomènes dans le domaine de la science qu'on n'arrive pas à expliquer, mais ce n'est pas parce qu'on ne les explique pas puis qu'on ne peut pas les démontrer qu'ils sont faux. Par exemple, je te donne essentiellement ces éléments-là. On a un cancer
entre 60 000 et 100 000 cancers, dépendamment des cancers. On a un cancer dans ce groupe-là là, qui va entrer en rémission spontanée. Donc, sans traitement, sans rien, bang, le cancer va entrer en rémission. Les oncologues ne le savent pas pourquoi. Quels sont les mécanismes qui font qu'à un moment donné, un cancer entre en rémission? On ne sait pas. Dans le domaine de l'astrophysique, par exemple, la planète Vénus tourne à contresens des autres planètes du système solaire. Pourquoi? Il est possible qu'elle ait été frappée par un astéroïde qui a changé son orbite. Okay. Peut-être que la constitution interne de la planète fait qu'elle tourne dans l'autre sens. Mais techniquement, on ne le sait pas. C'est une énigme, c'est un mystère. On n'arrive pas à démontrer comment ça s'est fait. Ce n'est pas parce qu'on reconnaît qu'il y a des mystères puis qu'on ne peut pas les prouver scientifiques que c'est faux. C'est simplement qu'on ne peut pas le prouver de manière scientifique, point à la ligne. Ça reste une croyance, et la croyance, elle est légitime. C'est simplement de bien se méfier de ceux qui essaient de nous faire passer des croyances pour des faits vérifiés, vérifiables. Et non des instruments, des babelles qui font de la lumière et du bruit ne sont pas des instruments pour détecter des fantômes ou quoi que ce soit du genre. Écoute, on pourrait faire de longs podcasts où j'ai suivi des chasseurs de fantômes et j'ai vu des aberrations là, qui sont renversantes. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, je me rappelle, inutile de donner des noms, mais écoute, à un moment donné, TVA avait fait un reportage sur des chasseurs de fantômes pour l'occasion de l'Halloween. Et là, on me dit, Christian, on voudrait que tu vois toutes les scènes puis tu nous donnes ton opinion. Donc, je regarde les images. Et à un moment donné, on voit le chasseur de fantômes en question qui a un appareil, un K2, là, qui est un appareil qui détecte les variations des champs électromagnétiques. Et là, voilà, il est devant la caméra, il parle aux fantômes. Êtes-vous là, les revenants? Et puis, les lumières se mettent à clignoter. Et là, il regarde la caméra, puis on le voit avec une assurance extraordinaire. Dire, vous voyez, en direct, un fantôme qui réagit. Puis il dit clairement dans le reportage que cet appareil, c'est un détecteur de fantômes. Or, il n'a jamais remarqué que la caméra qu'il filmait avait une batterie là, grosse comme une boîte à lunch sur le dessus. Là, c'est pas... Alors, ces gens-là ne connaissent même pas les spectres. Quand je parle de spectres, je parle de détails techniques là, de leur appareil, non pas des fantômes. Ils ne connaissent pas les spectres de leurs appareils. Ils ne savent pas à quoi ça sert, puis ils ne savent pas comment ils fonctionnent. Dans une émission que j'ai faite moi-même sur les chasseurs de fantômes, c'était l'enquêteur du paranormal, qui avait été diffusé à Historia et qui avait été fait avec... c'est une série de 7 ou 8 épisodes. À un moment donné, on suit des chasseurs de fantômes. Et à un moment donné, il y a justement des chasseurs de fantômes. Puis on l'a même pas coupé. Hein. C'était tellement ridicule qu'on l'a présenté comme ça. On a une chasseuse de fantômes qui, là, elle aussi, avec son K2, parle aux esprits. Puis là, on voit les lumières qui clignotent. Puis là, elle dit, vous voyez, là, elle est toute excitée. Et là, on entend en arrière, le caméraman qui dit « Ouais, mais ça, c'est mon walkie-talkie qui fait ça. » Quand il appuyait sur le bouton de son walkie-talkie, ça faisait monter les lumières. Donc, ces gens-là n'ont aucun protocole, aucune façon de travailler qui est rigoureuse. Donc, que ces gens-là se rendent sur place en nous disant « Je crois aux fantômes, je me rends sur place, on s'amuse, on fait de l'investigation, entre guillemets, qui ressemble davantage à de l'exploration urbaine, parce que c'est souvent des lieux abandonnés, et que ces gens-là disent, ben voilà, ça nous excite, on aime ça, c'est parfait, moi j'ai absolument rien contre ça, puis je peux encourager ça, c'est le fun, ça ajoute à la culture. Mais essayez pas de nous faire passer ça comme étant de la science, là, parce que là, à un moment donné, il faut quand même avoir les yeux en face des trous, là, puis ça, c'est pas le cas, t'sais. Comme je me rappelle, je suis allée au palais de justice de l'Assomption, le fameux palais de justice. Un incontournable. Oui. Puis à un moment donné, on filme une vidéo. Je suis avec les YouTubers, puis 2 filles ordinaires. Bref, on filme une vidéo. Puis à un moment donné, il y a une bille qui apparaît nulle part qui se met à rouler vers nous. Puis là, les 3, on devient vraiment stressés. On dit, c'était pas stagé, non, on était, ça y est, c'est du paranormal. Puis là, la semaine passée, j'écoute un podcast, puis il y a une fille qui disait qu'elle était dans une ligue d'impro, puis elle est allée faire un match d'impro au palais de justice de l'Assomption, puis elle se fait lancer une bille durant le match d'impro, puis j'étais comme, OK. Puis il y a un guide là-bas, un guide du palais de justice, que lui, c'est tout à son avantage, qu'on croit qu'il y a des phénomènes paranormaux. Fait que là, je suis là, OK, on est 2 filles. Qui est toujours là, d'ailleurs, quand les phénomènes se produisent. Oui, il était dans la cuisine, mais tu sais, c'est ça. J'y croyais beaucoup, puis là, je disais, bon, je suis pas la seule qui a été attaquée par une bille, fait que clairement... Moi, évidemment... Sans mauvais jeu de mots, je ne lancerai pas la pierre. Mais des gens ont pris sur le vif
ce guide à lancer des billes. Ah, des billes? Oui, des billes. À lancer des billes. Donc, il a été pris sur le vif à lancer des billes. On l'a vu. Ah, ben c'est ça, là. Donc, c'est quand même... Ça se peut que cette fois-là seulement, c'était lui, puis les autres fois, c'était vraiment des fantômes. Mais néanmoins, le fait que l'individu... Là, c'est un peu souvent dans les phénomènes de poltergeist, hein, de ce type-là. Donc là, on me parle des billes, puis je te dis, ben voilà, ce guide-là, on le nommera pas, mais c'est lui. Oui. Donc, il a été pris par des gens à lancer des billes. On l'a vu faire. Donc, dans d'autres cas de poltergeist, hein, pour les gens qui nous regardent, peut-être qu'on a en mémoire, par exemple, le film La Conjuration 2, qui est basé sur une histoire de poltergeist très importante qui s'est produite à Enfield en 1977. Enfield, c'est un quartier ouvrier de Londres. Et encore une fois, pour mettre les gens un peu dans le bain, donc été 1977 ou 1977 dans la famille Oxon, c'est une mère monoparentale, elle a 4 enfants, mais au moment où les faits vont se produire, seulement 3 des enfants seront là. L'autre garçon, il est soit en colonie ou chez son père, mais peu importe. Donc, il y a 2 adolescentes et un garçon un peu plus jeune. Donc, Madame Oxon voit des coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplacent, ne sachant trop quoi faire, elle appelle les services de police. Les policiers vont se rendre sur place. Et un événement spectaculaire, un des policiers va confirmer avoir vu une chaise se déplacer toute seule. Okay. Donc là, on a un rapport policier où la policière mentionne qu'elle a vu une chaise se déplacer toute seule. Mais comme ce n'est pas le service des polices d'enquêter sur le paranormal, ils vont référer donc à des journalistes, à d'autres gens, à faire faites quelque chose. Et donc, éventuellement, les Oxon vont appeler un journaliste de tabloïd, on ne le nommera pas, là, mais qui est très ensoleillé de Londres. OK. C'est genre The Sun. OK, je comprends. Donc, des journalistes vont se rendre sur place. C'est un tabloïd. Oui. On comprend. C'est une information qui n'est pas toujours très rigoureuse, puis on fait souvent dans le fait divers, chien écrasé et tout le reste. Donc, les gens du Sun se rendent sur place et ils vont être, à leur tour, témoins de phénomènes un peu mystérieux. Ils vont donc contacter à Londres. Il y a un groupe de recherche très rigoureux qui enquête sur les phénomènes paranormaux, qui est la Society for Psychical Research, fondée à la fin du 19e siècle, qui est d'ailleurs la plus vieille organisation toujours active aujourd'hui qui enquête sur les phénomènes paranormaux. Donc, lorsqu'ils sont informés de ces manifestations de type poltergeist rapportées dans la maison de Mme Oxon, ils vont décider d'envoyer 2 enquêteurs, un type qui s'appelle Maurice Grosse et un autre qui s'appelle Guy Lyon Playfair. Maurice Grosse, il faut quand même le mentionner, sa fille est décédée quelques mois plus tôt, d'un accident de voiture. C'est un individu qui veut croire qu'il y a une vie après la mort, il veut avoir des signes, etc. Donc, c'est pas forcément le meilleur enquêteur envoyé sur place. Mais bref, il est là sur place. Il est témoin de phénomènes paranormaux, ainsi que Guy Lyon Playfair. Et ils vont documenter ces éléments-là. Petite anecdote en passant, dans le film La Conjuration 2, l'histoire est basée sur les soi-disant dossiers de Ed et Lorraine Warren, les chasseurs de démons. La réalité dans l'affaire et le film, La Conjuration 2, est basé sur leur soi-disant investigation. Et tout le long du film, on voit les comédiens qui incarnent les Warren qui sont à demeure et qui enquêtent sur les phénomènes. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que les Warren étaient en Angleterre, ont débarqué à Londres pour donner une conférence. Puis là, je sais que je vais choquer des gens, là, parce qu'il y a des gens qui sont des ardents défenseurs des Warren. Donc, les Warren débarquent à Londres pour enquêter mais pour donner une conférence sur les phénomènes de fantômes et autres. Ils voient dans le journal l'histoire du poltergeist d'Enfield qui alimente depuis quelques jours les médias. Ils décident donc de se rendre sur place. Et là, on a le témoignage de Guy Lyon Playfair, qui est l'un des enquêteurs de la Society for Psychical Research, qui, lui, était à demeure avec Maurice Grosse. Ils s'échangeaient une journée chacun pour surveiller les événements. Et Guy Lyon Playfair raconte, ça frappe à la porte, j'ouvre et sur le seuil de la porte, il y a Ed et Lorraine Warren qui se présentent comme étant les démonologues américains. Il dit donc, une demande à discuter, je les amène dans la cour arrière. Les 2 fillettes Oxon sont sur une balançoire. Donc, pendant que Lorraine Warren discute avec elle, Ed Warren me prend à part. Il me dit, si tu veux faire du fric avec cette histoire-là,
je peux t'arranger ça, film, livre, tout ce que tu voudras, puis on partage 50-50. Oh mon Dieu! Et Guy Lyon Playfair est tellement choqué parce que c'est un enquêteur très rigoureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis d'erreurs. Hein. La liste des erreurs qu'il a commis dans ses investigations sont nombreuses. Mais c'est un enquêteur honnête et rigoureux. Et Guy Lyon Playfair est tellement choqué de ça qu'il dit, en mots plus polis, qu'il a littéralement chassé les Warren à grands coups de pied dans l'arrière-train. Il dit, l'enquête des Warren a duré 8 minutes. Wow. Le temps qu'ils ont été là, puis ils sont partis. Et puis eux qui ils ont sont eu jamais tout le revenus. crédit. Et voilà, et dans le film, on les voit à demeure. Ouais. Ils n'ont jamais fait ça. Il n'y a jamais eu d'enquête des Warren à Enfield. Cela étant dit, lorsque ces événements-là se passent, il y a toutes sortes de phénomènes. Une des fillettes, par exemple, va parler avec une voix gutturale. Mon Dieu, ça m'a fait peur. Elle incarne la voix d'un voisin, d'un esprit. Il y a des phénomènes de lévitation, coups dans les murs. Donc, les phénomènes de poltergeist qui sont assez typiques. Et puis, Guy Lyon Playfair, Maurice Grosse vont publier leur rapport en disant qu'ils sont convaincus de la réalité de ces manifestations. Et il faut dire que ces manifestations vont s'étioler vers la fin de 1977. Donc, elles ont commencé en août 1977 et quand arrive octobre, novembre, il y en a de moins en moins. Donc, c'est comme si les phénomènes avaient cessé. Puis, c'est vrai que dans les cas de poltergeist, on est souvent dans des conditions comme celle-là. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui deviennent les agents du poltergeist, qui sont au centre de la manifestation, peu importe quel est le lien par rapport au poltergeist. On pourrait longuement parler entre les sceptiques, les croyants, il y a toute une dynamique, mais bon, ils sont souvent au centre des manifestations. Et puis, les poltergeists, ils sont caractéristiques parce que ce sont des phénomènes qui commencent soudainement. Un mardi après-midi à 14 heures, des coups commencent à frapper dans le mur. Et puis, après un certain temps, quelques semaines, généralement quelques mois, on a des cas, bien sûr, qui ont duré plusieurs années, mais généralement, c'est quelques semaines, quelques mois, les phénomènes s'arrêtent. Donc, dans le cas du poltergeist d'Enfield, on est exactement dans cette fourchette-là. À l'automne, les phénomènes cessent et on se dit, ben voilà, c'est terminé. Les enquêteurs, Gross et Guy Lyon Playfair, font leur rapport, remettent ça à la Society for Psychical Research. Et puis voilà que quelques mois après, on est 1978, début 1978, on est en février, mars 78, de nouveaux phénomènes commencent. Coups frappés dans les murs, objets qui se déplacent. Madame Hodgson, ne sachant plus à quel saint se vouer, téléphone à nouveau à la Society for Psychical Research. Elle demande que des enquêteurs reviennent sur place. Mais à la Society, il faut quand même le dire, le rapport de Guy Lyon Playfair et de Maurice Grosse en ont laissé plus d'un indécis. On sait justement ces préoccupations. Est-ce que Maurice Grosse était le meilleur enquêteur envoyé. Sa fille étant décédée, il y avait une volonté de croire au paranormal. Donc, finalement, on décide d'envoyer d'autres enquêteurs beaucoup plus critiques. Donc, eux arrivent sur place. Ils se placent à demeure aussi pour enquêter sur ces phénomènes. Et très rapidement, ils surprennent les filles Hodgson en train de tordre des cuillères ou lancer des objets. Non. Elles sont donc prises sur le vif. Et lorsqu'on les confronte avec le fait qu'on les a vus, qu'on les a filmés, elles répondent, elles admettent. Oui, c'est vrai, c'est nous qui avons fait ces manifestations. Mais elles jurent que les manifestations de l'année dernière étaient authentiques, qu'elles ont recommencé à faire des trucs comme cela parce qu'elles avaient besoin de cette attention dont elles ont été l'objet pendant de longues semaines. Et elles voulaient reproduire ça. Ce qui est possible aussi. Ce qui est possible aussi, mais tu comprends que l'histoire devient très hypothéquée parce qu'on se dit, si c'est vrai qu'elles ont que falsifier ces manifestations, rien ne prouve que les manifestations de l'année précédente n'étaient pas aussi falsifiées. Elles pouvaient être authentiques, mais elles pouvaient aussi être falsifiées. Donc là, il y a soudainement, là, l'histoire s'est hypothéquée. Dans le cas du fameux le palais de justice de l'Assomption, c'est un peu la même chose. À partir du moment où le gardien a été surpris à falsifier des manifestations, on peut justement se questionner sur est-ce que toutes les autres manifestations ont été des coups montés pour entretenir cette idée de visite. Parce qu'il faut savoir que le palais de justice de l'Assomption, en dehors de ses activités officielles, parce que là, maintenant, il est fermé, il a été vendu à d'autres, mais à l'époque où il était
un commerce, appelons ça comme ça, un commerce qui avait pignon sur rue. On faisait des mariages, on faisait des soirées, des repas, on offrait des repas. Et à travers ça, il y avait une activité marginale qui était la location des lieux par des chasseurs de fantômes. Donc, les chasseurs de fantômes appelaient, réservaient des soirées. Souvent, ça se faisait en échange d'un contrat. C'était pas des contrats très payants, mais pour quelques dollars, on amenait un groupe de gens arrivaient là, puis ils passaient la soirée enquêter là-dessus. Donc, on avait quand même un bénéfice quelque part à cette réputation. Et en même temps, le palais de justice avait la réputation. Moi, je me rappelle, parce qu'il y avait justement cette réputation, quand on a fait l'enquêteur du paranormal à Historia, on s'est rendu sur place parce que c'était le palais de justice. Je connaissais la propriétaire et le gardien en question. Fameux gardien. Donc, il y avait tout un contexte. Donc, quelque part, le vieux palais de justice de l'Assomption a bénéficié de cette réputation de hantise. Est-ce que toutes les manifestations étaient falsifiées? Difficile à dire. Une chose est certaine, l'histoire que l'on raconte du palais de justice est fausse. Okay. Donc, on nous raconte que durant une période, pendant une dizaine d'années, des gens seraient allés, le palais était abandonné et qu'il y aurait eu des gens qui auraient fait du squatting dans le palais, se seraient donnés à des séances de messe noire. Ah, je savais pas ça. Donc, ils racontent ça. Et il n'y a rien là-dedans qui peut être démontré. C'est possible, comme n'importe quel bâtiment abandonné, tu peux imaginer n'importe quoi, mais c'est pas démontré. Et c'est vrai qu'au sous-sol, on a trouvé des poteries, on a même trouvé des ossements. Oui, il nous les a montrés, les ossements. Donc, on nous raconte qu'on enfermait des enfants au sous-sol. On raconte des histoires sordides. Dans les murs, il y a des traces. Rien de ça n'est étayé par le moindre élément caractère historique. Donc, on a une histoire un peu sordide qui accompagne bien la légende de l'hantise. Mais quand on fait une recherche avec des historiens, des archéologues, rien de ça ne permet d'être vérifié. Ah, c'est fou, hein, quand même. C'est quand même décevant. Ça dépend. Moi, j'aime ça. Les deux, j'aime ça. Ouais, j'aime à la fois la culture, mais j'aime en même temps. Bon, il y a le fait historique. Oui, c'est ça. Moi, je dirais, dire, moi, quand on me parle des phénomènes paranormaux, j'aime autant le phénomène, qu'il soit vrai ou non, j'aime autant ça mais j'aime encore plus le rôle de Sherlock Holmes que je me donne. J'aime mon petit Deerstalker hat, ma petite pipe, et je me dis, OK, on va aller enquêter là-dessus. Élémentaire, Watson. J'aime jouer le rôle de ce Sherlock Holmes l'avocat du diable. Essayer de trouver où il y a une faille et qu'est-ce qu'on peut exploiter de cette faille. Est-ce que tu te fais souvent, parce que moi, je me fais souvent écrire par les gens, ils m'envoient des photos, des gros témoins. Sans que je le demande, by the way, là, des emails là, avec des longs emails, là, des événements paranormaux, puis j'y crois rarement parce que je te connais pas, tu sais, je sais pas ta capacité à inventer des histoires, tu sais, peut-être que tu inventes des histoires, peut-être que tu es très, très croyant, justement, que tu n'as pas de jugement par rapport à ça. Fait que souvent, ça sert à rien, à moins d'avoir des vidéos, des preuves, mais même là, ça peut être falsifié. Exact. Toi aussi, ça t'arrive? Ça m'arrive quotidiennement. Et ce qu'il faut dire, moi, je te dirais qu'en plus de 40 ans dans cet univers-là, les gens qui m'ont raconté des histoires dans le but volontairement de me tromper, je pourrais les compter sur les 10 doigts de mes mains. Oui. Ils y croient. Les gens y croient. Ouais. Donc, les gens, fondamentalement, racontent ce qu'ils croient être la vérité. Ils ont été dans une maison ou dans leur propre maison, il y a des coups, ils ont eu l'impression, des sensations de présence. Ouais. Donc, ils ont toutes sortes de choses à raconter. Ouais. Donc, le premier rôle d'un bon enquêteur, c'est d'avoir une oreille bienveillante, une écoute bienveillante. Les gens ont des choses à raconter, écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Le deuxième élément, c'est le doute systématique. C'est le fameux rasoir d'Occam. L'explication surnaturelle doit être la dernière. Est-ce qu'il y a plus de chances que ces gens-là aient senti une présence parce qu'il y avait une fenêtre d'ouverte et qu'il y a eu un courant d'air, ou est-ce que c'est un revenant qui s'est manifesté de l'au-delà? Si on regarde les deux et on applique le rasoir d'Occam, le courant d'air a plus de chances d'être la réalité que le revenant. Donc, les gens racontent des histoires qu'ils croient vraies. Donc, on doit faire preuve de bienveillance. Mais ensuite, est-ce qu'on peut démontrer ça? Et souvent, les récits sont très anecdotiques, à moins, bien sûr, qu'il y ait des photos ou des films. Là, ça rend plus intéressant. Qu'il puisse y avoir une démonstration sur place. Mais ces cas sont plutôt rares. Avoir un bon film, une bonne vidéo, une bonne photographie, c'est excessivement rare. D'ailleurs, puisqu'on parle de la vidéo, il faut quand même se rappeler qu'au moment où on se parle et on évalue
qu'il y a autant de caméras disponibles qu'il y a d'humains sur Terre. Ah, c'est fou. Donc, on est à peu près à 8 milliards d'humains. Il y a à peu près donc 8 milliards de caméras qui sont disponibles. Autant les appareils photo qu'on a à la maison, autant nos téléphones portables que les caméras qui sont installées sur les devantures de commerce qui filment continuellement. Et dans toute l'histoire de l'évolution du vidéo, on est passé dans les années 50 à des gros caméscopes ou des systèmes très complexes. Aujourd'hui, on est capable littéralement de faire des opérations chirurgicales simplement en utilisant des endoscopes et en faisant des chirurgies, en voyant sur des écrans. Donc, dans tout l'univers, dans toutes les sphères d'activité humaine, la vidéo a connu une fulgurante ascension. Dans tous les domaines, la qualité s'est améliorée, sauf un seul, le paranormal. C'est vrai. Dans le paranormal, c'est le seul endroit où les photos, les films sont tout aussi flous qu'ils l'étaient dans les années 40. C'est incroyable, oui. Là, tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. C'est peut-être justement le flou qui nous amène à croire au surnaturel. Quand c'est flou, ben, moi, je me rappelle... Quand j'étais gamin, mon grand-père me disait tout le temps, dans le noir, tu te fais des accroires. Puis c'est un peu vrai. Quand on ne voit pas bien, c'est toujours un peu flou. Donc, une image qui n'est pas qui est pas bien cernée, ben, évidemment, on peut y voir à peu près n'importe quoi. Donc, c'est le seul endroit dans les activités humaines où la vidéo n'a jamais connu d'évolution. On est tout aussi, on a autant de matériel de mauvaise qualité aujourd'hui qu'on en avait il y a 50 ans. Donc, je pense qu'on doit se questionner autour de ça. Et tu l'as mentionné. Puis là, on en parle beaucoup ces derniers jours, l'intelligence artificielle et l'extraordinaire capacité que l'on a aujourd'hui à truquer des images. On a parlé des deepfakes et tout ça. Alors qu'il y a 25 ou 30 ans, on n'avait pas ces possibilités-là. Seuls des spécialistes de l'informatique avaient accès à des Photoshop ou des trucs comme ça. Puis si on recule encore plus loin, dans les années 50, 60, ben, le seul moyen qu'on pouvait faire des trucages, c'était ou bien des retouches sur les négatifs en chambre noire ou encore de fausser quelque chose. Ça me fait je trouve toujours amusant quand les enquêteurs du paranormal nous disent « J'ai enquêté sur un tel événement, j'ai regardé le négatif, puis la photo n'est pas truquée. » Ben, ça ne veut pas dire que la photo n'est pas truquée, ça ne veut pas dire que ce qui a été photographié ne l'est pas. Il n'y a pas eu une retouche sur le négatif, mais un frisbee et une soucoupe volante, il n'y a pas de trace sur le négatif non plus entre le frisbee et la soucoupe volante. Il faut se méfier de ça. Donc, avant, on avait des gens qui pouvaient truquer des photographies en utilisant beaucoup d'imagination, surtout des maquettes, par exemple, ou des gens costumés. On parle à Bigfoot. Le Bigfoot, je pensais à ça depuis tantôt. Alors qu'aujourd'hui, ben, on peut le faire. Tout ça peut se faire derrière notre ordinateur. On peut produire ces effets-là. Donc, il faut être très prudent. Encore une fois, si on est un bon enquêteur, quelqu'un nous arrive en disant, ben voilà, j'ai photographié un ovni, ben c'est important il faut savoir qu'il y a des outils qui sont à notre disponibilité. On peut demander la carte. On ne peut pas simplement regarder l'image. Il faut demander la carte de l'appareil, de vérifier, parce que l'appareil va donner des informations sur le lieu, l'endroit où il se trouvait, à quelle heure les photographies ont été prises. L'avoir accès à la carte te permet de voir quelles sont les photographies qui ont été prises avant, quelles sont les photographies prises après. Parce que la photo de la soucoupe volante, c'est peut-être celle qui est bonne. Peut-être les 3 autres avant, tu voyais le fil. Il a décidé de te montrer la photo où on ne voit pas le fil. Donc, c'est important d'avoir accès à ça, d'avoir accès aux témoins, d'avoir accès au lieu. Quand quelqu'un dit « Ah, j'ai vu ça, mais je ne me rappelle pas où ce que j'étais », c'est important de pouvoir retourner sur leur lieu, regarder dans quel endroit ils regardaient ou que le témoin se trouvait. Donc, il y a un moyen de reconstituer la scène. La plupart des enquêteurs ne font pas ça. On regarde la photo, on se mouille le doigt, on regarde la direction du vent, notre urine, puis on se dit, la photo est authentique. C'est bon. Ça se limite un peu à ça. C'est un peu fantaisiste, mais bon, c'est quand même ça. Attends, je veux juste voir parce que non, on a le temps. On a le temps? Oui, on a le temps. Mais non, en fait, il faut que je pose... J'ai des questions de Patreon. Oh. Est-ce qu'on peut passer... c'est comme l'after show. Mais je voulais qu'on parle vite, juste l'événement de l'apparition d'OVNI, Place Bonaventure. OK. Ça, parce que j'en parle souvent dans mes livres. T'en penses quoi de ça avant qu'on passe à 2-3 questions de Patreon? Dans le cas de l'OVNI de la Place Bonaventure, replaçons un peu les choses dans leur contexte. C'est une histoire très complexe. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai la solution. Mais on a quand même un début de solution, puis il faut la considérer, même si les ufologues ne veulent pas l'entendre.
Donc, les événements, de la façon dont ça se passe, on est le 7 novembre 90. À ce moment-là, en soirée, il y a des gens qui sont réunis sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure, qui aujourd'hui s'appelle seulement l'hôtel Bonaventure. Là. Il n'y a plus d'association avec la compagnie Hilton. Mais donc, les gens étaient là. Il faut savoir aussi qu'on a une piscine que l'on peut utiliser là, 24 heures par jour, 365 jours par année. Donc, il y a des gens qui batifolent dans la piscine, même si à l'extérieur, il fait quand même relativement froid. On est près du point de congélation. Donc, les gens sont sur la terrasse. Et puis, à un moment donné, les gens qui sont dans la piscine regardent vers le ciel et le voient une couronne lumineuse, 7 ou 8 points de lumière de couleur ambre. Et de ces lumières, on semble jaillir des faisceaux qui sont dirigés vers le bas. Donc, les gens trouvent ça très curieux. On en parle autour de soi. Très rapidement, l'affaire fait boule de neige. Une des sauvetrices, le lifeguard de l'endroit, voit le phénomène, en parle au directeur de la sécurité. Donc, bientôt, la terrasse grouille de monde qui veulent voir de visu ce curieux phénomène au-dessus de l'hôtel Bonaventure qui ne bouge pas. Hein. Durant la soirée, les témoins diront il a bougé un peu de l'hôtel de la Bourse vers la place Bonaventure, mais ça reste un déplacement là, angulaire dans le ciel très, très minime et la plupart des témoins parlent plutôt d'un phénomène statique. Le phénomène est là, il ne bouge pas ou bouge très légèrement. Donc, éventuellement, on appelle les services de police et les policiers vont se rendre sur place. Évidemment, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, ils s'attendent d'arriver sur place, le phénomène va être terminé, puis on va simplement prendre des descriptions, mais au moment où ils arrivent, ils lèvent les yeux au ciel et voient le phénomène en question. Donc, on appelle des collègues qui vont venir sur place, voient également le phénomène. Un des policiers, parce qu'en regardant ça, c'est vrai que ça ressemble un peu à un reflet. Et un des policiers a pour réflexe de dire, ben voilà, juste à côté, il y a le Mille La Gauchetière, qui était en construction à l'époque, en 1990, là où sont aujourd'hui disputés les matchs de hockey, là, le Centre Bell. Donc, oui, c'est ça, c'est le Centre Bell. Donc, le Mille La Gauchetière est en construction et sur le toit de l'édifice, il y a des grues avec des phares qui éclairent le chantier. Et on se dit, est-ce qu'il pourrait s'agir de ces lumières-là qui reflètent sur la couche nuageuse? Alors, on va téléphoner aux responsables du chantier de fermer les lumières. Elles seront éteintes, mais ça ne change rien au phénomène qui est là, qui est bien visible. Et à ce moment-là, on se dit, bon, ça n'est pas visiblement le reflet du chantier. Le ciel étant de juridiction fédérale, les policiers de Montréal, c'était la CUM, comme on les appelait à l'époque, la CUM va téléphoner à la GRC, qui ont un bureau à Montréal, qui vont envoyer, puis effectivement, la GRC a c'est pas une réglementation, mais c'est une sorte de consigne lorsqu'il s'agit de phénomènes aériens non identifiés. Ils ont une démarche à suivre, donc ils se rendent sur place, voient le phénomène, interrogent les témoins, merci, bonsoir, l'affaire est réglée. À ce moment-là, et vers à peu près 23h, 22h30 à peu près, le phénomène va disparaître. Il faut savoir également qu'on a une couche nuageuse importante au-dessus de la métropole qui fait à peu près 4000 pieds. Là, j'utilise les pieds parce que c'est les données qu'on avait à l'époque. On avait donc 4000 pieds d'épaisseur de nuages qui est passé d'une altitude de 6 ou 7000 pieds d'altitude qui est descendu vers 4000 pieds. Donc, durant la soirée, on a donc cet épais couvert nuageux qui va descendre sur Montréal. Et donc, le phénomène va disparaître au fur et à mesure où la soirée avance. Les gens ont l'impression que le phénomène semble disparaître dans le nuage. Il n'existe, même si on parle beaucoup de ce phénomène-là, il n'existe qu'une photographie connue. En fait, 2 photographies. Une n'est pas très bonne. Celle qu'on voit surtout, c'est vers à peu près 21h. Il y a on a appelé les journaux à l'époque, les médias télévisés également, qui ont décliné l'invitation, tu sais, des extraterrestres. Bon. Le journal La Presse, à ce moment-là, il y a un journaliste qui a terminé son quart et on lui dit, il y a un truc un peu bizarre au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Alors, il dit, bon, ben parfait. Marcel Laroche dit, bon, ben parfait, je vais passer, je vais aller voir ça. Et là, il arrive sur place, il est accompagné d'un photographe, voit le phénomène et là, on va prendre 2 photographies du phénomène en question. Une des photographies est très sous-exposée. L'autre photographie, elle, on voit à ce moment-là, il n'y a que 4 points lumineux et on voit des faisceaux de lumière qui descendent. Donc, c'est la photographie qui va être partout et qu'on dit être la photo de l'OVNI de la place Bonaventure. Et donc, à partir de là, le lendemain, là, je sais que c'est long ce que je raconte, mais c'est important de comprendre comment la démarche a été faite. Donc, le lendemain, comme c'est très souvent le cas, les médias veulent avoir une explication. Donc, on se tourne vers des gens qui, à mon avis, le font de bonne foi. Hein? Si tu m'avais posé la question il y a 30 ans, je te dirais, c'est des salauds. Mais ils l'ont fait de bonne foi. J'ai aucun doute qu'ils l'ont fait de bonne foi. Donc, on voit des gens
comme Robert Lamontagne, que je connais bien, qui est un astrophysicien à l'Université de Montréal. Il a été longtemps responsable du télescope du Mont Mégantic. On veut savoir, les gens veulent savoir, c'est normal. Donc, les médias se tournent vers les gens qui connaissent le ciel. Donc, on demande à Robert Lamontagne, mais de quoi s'agissait-il? Et Robert Lamontagne tente une explication. Il dit, ben voilà, à mon avis, il devait s'agir d'une aurore boréale. Donc, c'est son explication. Donc, on dit, ben voilà, c'est une aurore boréale. Ensuite, on va questionner Pierre Chastenay. Pierre Chastenay, qui a été longtemps en charge du planétarium d'art, qui était dans le centre, près de Griffintown, qui maintenant est le centre, le planétarium Rio Tinto. Il a longtemps été en charge des activités. Et c'est un individu qu'on voit souvent. Il a fait des émissions de vulgarisation scientifique. Et là, encore une fois, Pierre Chastenay dit, ben voilà, moi, à mon avis, c'était des reflets sur les nuages, probablement à cause des lumières de la grue. Bon. Donc, on avance des explications. Donc, l'affaire est meurt un peu au feuilleton. Quelques semaines plus tard, ça, c'est peut-être l'élément le plus désastreux, parce que tu vas vite comprendre que ça nous met dans un cul-de-sac. Il y a Claire Lamarche qui décide de faire une émission. Claire Lamarche, pour les gens qui ne la connaissent pas, animatrice très populaire dans les années 90, qui avait une émission quotidienne ou qui était une émission de discussion. Et elle avait fait autrefois à Télé-Québec une émission qui s'appelait Droit de parole, qui était un peu sur la même formule. Et là, c'était à TVA. Elle organise donc cette émission avec un titre un peu ronflant qui était « Croyez-vous aux extraterrestres ?» Donc, plusieurs personnes venaient parler d'expériences avec les ovnis, mais il y avait notamment cette sauvetrice, la lifeguard de la place Bonaventure, qui est venue devant les caméras pour expliquer ce qu'elle avait vu ce soir-là. Et à ce moment-là, Pierre Chastenay était dans l'audience. Moi aussi, j'y étais. Et Pierre Chastenay était là. Il se lève. Évidemment, il est le représentant de la science. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Il se lève. Je suis l'autorité. Mais encore une fois, même si je suis critique, je pense que ça a été fait de bonne foi. C'est pas... Pierre Chastenay essaie pas de tromper les gens. Il l'a fait de bonne foi. Il se lève en disant, ben là, écoutez, là, les extraterrestres, c'est bien beau, là, mais à mon avis, il y avait une couche de nuages, il y avait des lumières, je pense que c'est un reflet, merci, bonsoir. Puis l'affaire est torpillée, là. Dès le départ, là, on se dit, bon, ben là, voilà, la science a parlé. Moi, quand j'ai rencontré, au sortir de l'émission, je rencontre Pierre, je lui dis, écoute, Pierre, est-ce que tu as lu le rapport de police? Moi, je suis un journaliste, je ne suis pas un astrophysicien, je suis un journaliste. Je lui dis, est-ce que tu as lu le rapport de police? Il me dit non. Ben, j'ai dit, dans le rapport, les policiers de la CUM mentionnent bien qu'à 20 heures, ils ont fait fermer les lumières de la grue du mille Lago-Chaudière. Donc, ça ne peut pas être ces lumières-là qui se reflétaient sur les nuages. Et là, ben, Pierre Chastenay, il faut quand même le dire, dès qu'on parle d'extraterrestres, soucoupe volante, il fait de l'urticaire. Donc, Pierre Chastenay répond, ben, si c'était pas ça, ça devait être autre chose. Bien sûr, ça devait être autre chose, mais quoi? Mais comme cette affaire-là a été rapidement torpillée, on a eu une explication qui paraissait rationnelle. L'affaire est tombée un peu entre les mains des amateurs de soucoupe volante qui se sont mis à raconter n'importe quoi. C'était une soucoupe venue d'une autre planète qui avait déployé un parapluie énergétique. Les deux extrêmes. C'était du n'importe quoi. Et il y a des ufologues qui essaie de se donner du panache. Je suis un ufologue, sérieux. Là. Et là, il y avait toutes sortes d'explications. C'est sûr que ça ne pouvait pas être ça. Puis là, avec ça, va se rajouter des rumeurs. On aurait envoyé des F-18 qui avaient essayé de pourchasser l'OVNI. Donc, des rumeurs qui gonflent l'histoire. Dans les faits. Donc, et à partir de là, personne ne veut toucher à ça. Ce qui est dommage, mon reproche, c'est que les gens qui auraient pu trouver une explication, Robert Lamontagne, Pierre Chastenay et compagnie, ne l'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont été pressés par les médias de fournir rapidement une explication sans vraiment regarder les données du problème. Et probablement aussi que le sujet ne les intéressait pas vraiment. Mais à un moment donné, des années après, des ufologues, mais plus sérieux, en Europe, on dit, attends une minute, là. Ce phénomène-là, tel qu'on le voit sur la photo, il existe un phénomène rarissime qui ressemble à ça, qui est un phénomène atmosphérique. Et ce phénomène atmosphérique se produit dans des conditions très particulières et c'est exactement les conditions qu'on avait sur la place Bonaventure. Et ce phénomène rarissime, c'est un nom assez compliqué, là, c'est des piliers lumineux zénithaux partiels. Tout le monde connaît les phénomènes de piliers lumineux. Pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, dans des conditions particulières,
lorsqu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air durant des temps froids, il y a des cristaux de glace qui se forment dans l'air. Mais généralement, ce que l'on voit, on peut voir par exemple un réverbère de rue et on voit la colonne de lumière qui monte vers le ciel. C'est généralement des colonnes de lumière qui montent vers le ciel. Donc, il n'y a pas de doute, on connaît la source de la lumière et on voit que même si on ne connaît pas toute la mécanique, on comprend bien que c'est un phénomène de quelque chose qui se produit dans l'air qui fait ces fameuses colonnes. Mais dans des conditions très particulières, lorsque la température au niveau du sol est relativement chaude, les cristaux de glace vont se former qu'à partir d'une certaine altitude. Donc, elles n'ont plus le lien avec la source de lumière. Elles commencent à se refléter qu'à partir d'une certaine hauteur. Et zénithaux, pourquoi? Parce que si tu es directement en dessous, c'est un peu comme si tu regardes une voie ferrée. Tu as l'impression qu'au loin, tous les rails se rejoignent. Mais en réalité, c'est une illusion d'optique. Donc, s'il y a des cristaux de glace qui se forment à une certaine altitude, elles vont refléter la lumière au sol, mais comme elles ne sont pas liées au sol, tu auras l'impression qu'elles viennent du ciel. Et si tu regardes en dessous, tu vois ces colonnes de lumière qui montent jusqu'au sommet où elles se rejoignent, mais ça, c'est une illusion d'optique. Et quand tu regardes des photographies qui ont été prises dans le monde entier de ces phénomènes de piliers lumineux zénithaux, il ressemble étrangement à l'OVNI de la place Bonaventure. Je ne savais pas cette version-là. Qui plus est, ce que les ufologues ne te disent pas, puis là, je vais vous le révéler, c'est que ce soir-là, il n'y avait pas un OVNI sur Montréal. Il y en avait des dizaines. Et ça, on ne nous le dit pas. Hein? Il y avait, par exemple, un groupe de gens, parce que les mêmes conditions sur la place Bonaventure existaient ailleurs. Donc, il y avait des gens, par exemple, un groupe de travailleurs dans le Vieux-Montréal sortent de leur bureau à peu près à la même heure, 19h, 19h30. Et là, il y a un exercice d'incendie qui est fait avec des voitures de police de Montréal et des camions d'urgence. Et tous ces véhicules-là ont les phares allumés. C'est un exercice. Donc, ces gens-là, des curieux, on s'approche, il y a d'autres personnes qui sont... Et en levant les yeux vers le ciel, ils voient des colonnes de lumière comme ça. Donc, tu vois, et il y a une dame et sa fille qui, eux, sont dans le nord de Montréal. Ils sont dans un centre d'achat, en Grignon. Elles approchent du stationnement et lorsqu'elles voient, un ovni dans le ciel juste au-dessus du stationnement. Mais dans le stationnement, rappelons-nous, il y a des poteaux avec des lumières très fortes. Exactement, des témoins semblables vont se manifester aux Galeries d'Anjou. Elles aussi vont voir ce phénomène-là. Mais ça, les ufologues ne le mentionnent pas. Ce qui est très important. Et plus tard, dans la même soirée, un homme qui se dirige, peu importe ce qu'il dit, le gars va dire « Non, c'est pas vrai ». Un homme qui se dirige près du stade olympique, il est à peu près 22h30, près du stade olympique, il voit des lumières, mais non pas une couronne, mais des ovnis, un espèce de boomerang lumineux dans le ciel. Or, si tu regardes le sommet du stade olympique, le haut de la tour, c'est des lumières qui sont disposées en triangle. Donc, c'est sûr qu'on veut croire, même si Et moi, combien de fois j'ai vu des gens qui veulent croire, j'ai beau leur dire, non, c'est la planète Vénus que tu as vu. Non, ça peut pas être ça. Dans le cas présent, c'est un peu la même chose. À partir du moment, parce que moi, je deviens l'homme à abattre, à partir du moment où j'ai véhiculé cette idée, puis je dis pas que ce sont des piliers lumineux, mais c'est une explication, rasoir d'Occam oblige, c'est une explication qui tient la route et qui mérite d'être regardée. Mais là, évidemment, les ufologues en colère, oh non, c'est sûr que ne touchez pas à ma soucoupe volante. Donc, ils sont allés voir, dans certains cas, ils ont retrouvé des témoins. Il y a un petit détail amusant d'ailleurs, ils ont retrouvé des témoins 20-30 ans après les faits. Puis là, c'était l'hypothèse de Christian Page. Mais non, c'est pas mon hypothèse. C'est une hypothèse qui a été proposée. C'est pas mon hypothèse. Et là, c'était... Écoute, avec vraiment une haine en eux, là. C'est-à-dire, voilà l'hypothèse de Christian Page. Puis on challengeait le témoin. Puis là, le témoin dit, non, j'ai pas vu des piliers lumineux. C'est sûr que c'est pas ça. Puis là, tu sais, ces gens-là, on a, tu sais, Christian Page, voilà! Mon Dieu! Ça n'a pas de valeur, ça. Et d'autant plus de retrouver un témoin 20 ou 30 ans après. Non, ça n'a pas... D'ailleurs, à preuve, il y a un élément assez amusant dans cette histoire-là. À un moment donné, il rencontre un témoin, puis là, le témoin dit non, c'était pas des piliers lumineux, parce qu'il dit, moi, quand je regardais, je voyais des lumières vertes, rouges et blanches qui tournaient. La problématique de ça, c'est qu'il n'y a jamais eu de lumière verte, rouge qui tournait. Si tu regardes, l'essentiel, c'est de retourner aux originaux, retourner aux témoignages originaux. Personne ne parle de ça. Personne ne parle de lumière qui tourne. Puis là, avec le souvenir... Mais en réalité,
quelques années après, pour Canal D, j'ai fait une série Dossiers mystères. Et on avait besoin de refaire l'OVNI de la place Bonaventure. Je suis allé voir mon ami Éric Nolin, qui est un animateur de radio bien connu, puis qui fait également des effets spéciaux. Et là, Éric me dit, « Moi, t'en faire une soucoupe volante. » Et il fait une soucoupe avec des lumières rouges et vertes qui tournent. Parce qu'au début, on voulait mettre une petite lumière, puis le Canal D, on dit, « Non, mettez de la fumée, il faut que ce soit plus spectaculaire. » Hein, ce concept de « on veut divertir. On veut pas 3 ou 4 petites lumières dans le ciel. Mettez une vraie soucoupe volante. » Donc, Éric dit, « Ils en veulent une soucoupe, on va en mettre une. » Donc, il a fait une belle soucoupe avec des lumières rouges, vertes qui tournaient. Ça n'a jamais existé, ça, dans les témoignages originaux. Ça existe essentiellement dans l'univers de Dossiers mystères à la télévision. C'est après que le gars Donc, quand le témoin raconte « J'ai vu des lumières rouges et vertes », visiblement, il confond ce qu'il a vu à la télé avec le phénomène qu'il a réellement observé sur place. Il ne ment pas, mais c'est malheureusement notre cerveau fait ça. Il colore les souvenirs, il les transforme. Donc, l'hypothèse aujourd'hui la plus vraisemblable pour l'OVNI de la place Bonaventure, ce serait un phénomène atmosphérique rarissime de type pilier lumineux. Mais encore une fois, ça reste à démontrer. Quant au soi-disant F-18 qui ont pourchassé l'OVNI, ça n'existe pas. D'ailleurs, quelqu'un voulait avoir son 15 minutes de gloire parce que c'était en 2015-2016. À un moment donné, ils ont parlé de cette histoire-là à la radio. Je ne me rappelle plus, je pense que c'était à C'est quoi ou quelque chose comme ça. Quelqu'un a appelé, sous le couvert de l'anonymat, bien sûr, en disant « J'étais le pilote du F-18 ». Et là, il raconte l'histoire, mais il se trompe dans la date, il se trompe dans les lieux. Visiblement, quand il raconte l'histoire, il ne sait pas comment fonctionne la navigation aérienne. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a voulu capitaliser là-dessus, raconter une histoire. Dans les faits, je peux t'assurer qu'il n'y a jamais eu de F-18 qui ont été lancés pour traquer l'OVNI de la place Bonaventure. Il faut savoir que on s'imagine que les militaires peuvent tout faire. Les amateurs d'OVNI, c'est des militaires. Mais les militaires ne peuvent pas tout faire. Et ils ne peuvent surtout pas se promener en F-18 au-dessus de l'aéroport. Hein? Donc, on comprend que, supposons qu'il y avait un OVNI qui avait réellement eu une menace et qu'on avait envoyé des chasseurs, le protocole exige que ce soit le commandement civil, donc dans le cas présent, ça aurait été les aéroports de Dorval et de Mirabel, qui auraient pris en charge de guider les F-18 au-dessus de Montréal, parce qu'il y a d'autres avions également qui circulent, des avions de passagers, des avions qui transportent de la marchandise. Donc, ces appareils-là doivent être guidés dans déjà un circuit qui est énormément embouteillé par... il y a des embouteillages d'avions civils. Donc, on veut éviter une collision. Et ensuite, il faut savoir que les F-18 de l'armée, ils ont une balise qui donne un code alphanumérique sur les écrans radars. Les gens s'imaginent quand on regarde des écrans radars dans les aéroports que l'on voit les appareils réellement en l'air. C'est pas tout à fait ça qui se produit. Chaque avion... Ça, on peut le faire avec ce qu'on appelle un radar primaire. Mais le radar primaire montre aussi les nuages, les oiseaux, n'importe quoi. On ne veut pas voir ça. Donc, les appareils, les avions sont équipés d'une balise. Et c'est cette balise qui envoie un signal au radar et qui lui dit « Je suis tel appareil, je vole à telle altitude et je me dirige dans telle ou telle direction. » Donc, on voit apparaître sur le radar ces différentes balises qui nous indiquent quelle est la circulation aérienne. Les appareils militaires ont également des codes alphanumériques qui apparaissent sur les écrans et les contrôleurs savent immédiatement qu'il s'agit d'un avion militaire. Donc, on va guider l'avion militaire dans le ciel montréalais. Ce soir-là, ça ne s'est jamais fait. C'est ça. Donc, s'il y a des pilotes d'F-18, là, c'était des cow-boys. Hein, ils ont pris le avion et ils ont dit « Oh, fonce dans le tas! » Ça ne s'est jamais fait. Non, donc, et visiblement, l'homme qui parlait à la radio, qui s'est déclaré être un des pilotes de F-18, visiblement, il ne savait pas comment fonctionnaient ces systèmes de circulation. Donc, très rapidement, dès les premières secondes, j'ai vu que c'était un fumiste, mais bon, il a eu son 15 minutes de gloire, c'est parfait. Et inutile de dire que son témoignage a été récupéré par les amateurs d'OVNI qui ont dit « Ah, voilà, on a enfin la preuve. » Ah, c'est dommage, ça, quand même. C'est le mythe, hein, c'est le mythe qui se construit. C'est amusant, c'est un mythe, mais en même temps, il faut départager le mythe de la réalité. Absolument. Hey, je suis contente qu'on en ait parlé. Attends, je veux juste voir... J'ai quelques petites questions de Patreon. Là. Je ne sais pas si on va avoir le temps, mais là, il faut des petites réponses. Oui. Je sais, je suis toujours comme ça. Je parle. Non, mais c'est full intéressant. Je suis contente. Beaucoup me demandent, mais là, attends, je vais juste dire bye à ceux qui nous écoutent. On passe à Patreon. Là, ça ne sera pas très long.